La réception de mariage était exactement comme je l'avais imaginé. Un monument bruyant et tape à l'œil à l'ego de mon frère. Financé entièrement par le chéquier de mon père. L'air était saturé du parfum des lys, si oppressant qu'il me donnait mal à la tête, mélangé à la douceur écœurante du champagne bon marchand qui essayait de se faire passer pour du haut de gamme. Je regardais mon père Robert, un homme qui mesurait sa valeur aux choses qu'il pouvait acheter pour que les autres les voient, taper dans le dos et rire un peu trop fort. Il jouait son rôle préféré, celui du patriarche fier, mon frère Kevin, l'enfant chéri charmant mais imprudent de la famille, se tenait à ses côtés, buvant les louanges qu'il n'avait jamais eu à mériter. C'était l'image parfaite. Et comme toujours, j'étais en dehors du cadre. Puis, mon père attrapa le micro pour un discours improvisé. Il s'extasia sur le nouveau poste de marketing de Kevin, sa belle mariée, et l'avenir qu'ils auraient dans la maison qu'il venait de co-signer pour eux. Chaque mot était un témoignage du succès de Kevin. Un succès bâti sur une fondation de cadeaux parentaux. Je pensais aux milliers de dollars que j'avais méticuleusement économisés pour mes propres études. Chaque centime gagné par un travail qu'ils avaient jugé sans importance. Il finit par faire un geste vague dans ma direction, un flic paresseux du poignet. « Et voici ma fille !» annonça-t-il, sa voix changeant soudain, couverte d'une épaisse couche de pitié condescendante. « Notre petite soldate !» Quelques parents offrirent des sourires faibles et sympathiques. Ce fut alors qu'une cousine curieuse se pencha et demanda à mon père ce que je faisais exactement dans l'armée. Mon père éclata d'un rire fort et méprisant qui me noua l'estomac. « Qui sait? C'est juste une soldate. Elle joue avec de gros bateaux, ou quelque chose comme ça. » Il me regarda directement alors, une lueur cruelle dans les yeux. En assénant le coup final, sa voix portant jusqu'aux tables voisines. « Quand est-ce que tu pourras te payer un mariage comme celui-ci? » Hein. Les mots restèrent suspendus. Une évaluation publique de mon échec. Je ne bronchais pas. Je levai simplement mon verre d'eau, pris une gorgée lente et délibérée, et sentis le froid familier de mon propre cœur se transformer en glace solide. Et le pire, je n'étais même pas surprise. Ce n'était que l'écho le plus fort d'une histoire qu'ils avaient écrite pour moi toute ma vie. Pour comprendre l'insulte que mon père m'a lancée si nonchalamment à ce mariage, il faut comprendre l'univers qu'il avait créé. Au centre était mon frère, Kevin, l'enfant chéri. Un homme qui portait son charisme comme un bouclier pour cacher un manque total de substance. Autour de lui orbitait ma mère, Linda, une femme douce dont la peur du conflit était si profonde qu'elle acceptait n'importe quelle injustice pour garder la paix. Et tenant tout cela ensemble par la gravité de son portefeuille et de sa volonté, était mon père, Robert. Un homme obsédé par l'apparence du succès. Un succès qu'il devait fabriquer, contrôler et exhiber au monde. Dans ce système solaire, j'étais une planète distante et froide, reconnue seulement quand mon orbite les gênait. L'exemple le plus clair de cette dynamique est gravé dans ma mémoire de l'année de mes 17 ans. Pour ses 18 ans, Kevin reçut une voiture de sport, une décapotable noire rutilante que mon père lui présenta dans l'allée devant tous ses amis. Les clés furent lancées comme un trophée, et la poitrine de mon père se gonfla de fierté. Je regardais depuis la fenêtre du salon, et dans le reflet de cette voiture neuve polie, je vis le bilan de ma propre vie. Les voyages scolaires qu'on disait qu'on ne pouvait pas se permettre. L'ordinateur portable usé que j'avais dû utiliser pendant 2 ans après que Kevin avait cassé le sien et en avait reçu un remplacement immédiat. Le flux incessant d'argent qui semblait toujours serré seulement pour moi. Cette voiture n'était pas juste une voiture. C'était une déclaration à 4 roues de la valeur de mon frère et de ma propre insignifiance. Une semaine plus tard, j'abordai discrètement mon père dans son bureau. J'avais recherché des universités, mon seul espoir d'évasion, et j'avais trouvé un cours de préparation qui pouvait aider pour mes examens d'entrée. Je lui demandai 500 $ pour couvrir le cours et les frais d'inscription. Il ne leva même pas les yeux de son journal. « L'argent ne pousse pas dans les arbres », dit-il, des mots usés jusqu'à la corde. « Si tu veux quelque chose dans cette vie, tu dois trouver un travail et le gagner. » Il abaissa enfin le journal et me regarda, ses yeux dépourvus de chaleur. « Nous avons tout investi pour installer ton frère sur la voie du succès. Nous ne pouvons pas nous le permettre pour tout le monde. » L'hypocrisie était si flagrante qu'elle en était presque suffocante. Je hochai simplement la tête, dis d'accord, et partis. Il n'y avait pas d'intérêt à discuter avec les lois de son univers. Ce moment solidifia mon plan d'évasion. Je travaillais 2 emplois pendant toute ma dernière année de lycée, et non seulement je payais mes propres inscriptions, mais j'obtins aussi une bourse complète de 4 ans,
via le programme ROTC de la marine. Le jour où je le leur annonçais, j'étais vibrante de fierté. Je l'avais fait toute seule. J'avais construit mon propre avenir. Je posais la lettre d'acceptation et le prix de la bourse sur la table de la cuisine, espérant, pour un moment fou, voir une lueur de fierté dans leurs yeux. Au lieu de cela, je fus accueillie par de la déception. Mon père ricana, la marine. Quel gaspillage de ton potentiel, dit-il en secouant la tête. Pour lui, mon potentiel était une vie vécue à proximité, une carrière dont il pouvait se vanter lors de dîners, médecin, avocate. Quelque chose qu'il comprenait. Ma mère, Linda, se mit simplement à pleurer. Mais pourquoi dois-tu aller si loin? Murmura-t-elle, comme si mon succès était une attaque personnelle contre elle. Kevin reste ici près de la maison. Il ne voyait pas une fille qui avait accompli quelque chose d'incroyable. Il voyait une fille qui les abandonnait, échappant à leur orbite. Au cours de la décennie suivante, cela devint le faux récit auquel ils s'accrochaient. Ma vie dans la marine était une histoire d'échecs et de rébellion qu'ils se racontaient à eux-mêmes et à tout le monde. Quand je fus promue enseigne, puis lieutenant, cela fut accueilli par un haussement d'épaules. Quand Kevin obtint une petite augmentation dans son entreprise de marketing, mon père organisa un dîner célébratoire. Mes déploiements, souvent dans des lieux dangereux et classifiés, étaient représentés comme moi, évitant la famille et fuyant mes responsabilités. Il disait à nos parents que j'avais un simple emploi de bureau gouvernemental, parce que reconnaître la vérité, que j'étais une officier avec d'immenses responsabilités, était impossible pour eux. Cela ne collait pas à leur histoire. Mon père avait besoin d'être le patriarche, le pourvoyeur, celui sur qui tout le monde comptait. Mon indépendance n'était pas seulement quelque chose dont il ne pouvait pas se vanter. C'était une insulte à son identité même. Il m'en voulait de ne pas avoir besoin de lui. Allongée, éveillée dans ma chambre d'hôtel cette nuit-là, après le dîner de répétition, je l'acceptais enfin. Il ne me verrait jamais. Alors je décidai que j'en avais fini d'essayer d'être vue. La vérité devrait simplement parler d'elle-même. Après le mépris moqueur de mon père au dîner de répétition, quelque chose en moi ne se brisa pas simplement. Il se posa. Pendant des années, j'avais porté la douleur de leur désapprobation comme une fièvre chronique. Une douleur constante et sourde de ne pas être assez bien. Mais ces mots, si publics et si cruels, furent comme une dose de médecine glacée. La fièvre tomba, la douleur disparut. À sa place vint un calme profond et inhabituel, une clarté froide et tranquille, qui était presque déconcertante. Je vis enfin que chercher leur amour était comme essayer de tirer de l'eau d'un puits sec. C'était inutile. La moquerie n'était pas une attaque. C'était un cadeau. C'était la signature finale sur un contrat, me libérant de toute obligation de vouloir leur approbation à jamais. Mon but n'était plus de gagner leur amour, c'était simplement de laisser la vérité avoir son moment. Mon plan, si on peut l'appeler ainsi, n'était pas un schéma intricé que j'avais conçu dans un accès de rage vengeresse. Les pièces étaient déjà sur l'échiquier, bien avant que l'invitation au mariage de mon frère n'arrive par la poste. Ma vie, celle qu'il ne connaissait pas, avait sa propre dynamique. En tant que commandant dans les renseignements navals des États-Unis, mon travail consistait à exister dans un monde d'informations classifiées et de décisions à forts enjeux. Au cours des 18 derniers mois, j'avais été le principal liaison des renseignements auprès du Conseil de sécurité nationale pour une opération sensible au temps. Ma famille pensait que je jouais avec de gros bateaux. En réalité, je fournissais les données cruciales qui guidaient les actions des personnes les plus puissantes de la planète. J'étais de garde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et je savais que la phase finale de cette opération était imminente quand l'invitation épaisse, crème, au mariage arriva. Mon premier instinct fut de décliner. C'était l'option facile, celle que j'avais prise tant de fois auparavant. Citer les exigences de mon simple emploi gouvernemental était mon excuse habituelle pour éviter le jugement étouffant des rassemblements familiaux, mais cette fois était différente. En tenant l'invitation, je pensais à 2 décennies d'être minimisée. D'avoir mon travail de vie traité comme un hobby enfantin, je pensais à la voiture, au fond pour les études, aux louanges incessantes pour Kevin, et à l'effacement silencieux de moi. Ce fut là, dans mon appartement calme à Washington, que je fis un choix différent. J'accepterai leur invitation au grand théâtre du succès de mon frère. Le plan était une honnêteté radicale et passive. Mon reçu n'était pas un morceau de papier ou un message texte sauvegardé. C'était toute ma vie authentique,
Une vie symbolisée par le téléphone crypté sombre et simple qui ne me quittait jamais. Dans ma chambre d'hôtel, je disposais ma robe pour le mariage, une gown bleu marine simple et élégante, un clin d'œil discret à une blague que seul moi comprendrais. Je pris la décision consciente d'arrêter de les protéger de ma réalité. J'irai au mariage. Je sourirai poliment. Et je serai la fille discrète et invisible qu'ils avaient toujours voulu que je sois. Mais mon téléphone sécurisé, celui qui me connectait à ma vraie vie, resterait allumé. Je ne le cacherai pas. Je ne ferai pas d'excuses et ne courrai pas dans le hall s'il sonnait. Je laisserai mes deux mondes entrer en collision, là sur la piste de danse. Je n'allais pas allumer l'allumette. J'allais juste leur laisser voir la mèche qui brûlait depuis toujours. J'avais la vérité. J'avais la scène qu'ils avaient si généreusement préparée pour moi. Tout ce qui restait était d'attendre l'appel du rideau. Nous revînmes à la réception de mariage, au moment exact après que les mots de mon père eurent atterri. Un silence épais et collant planait sur notre section de la salle, le genre de quiétude plus bruyante que n'importe quel bruit. Certains parents fixèrent leurs assiettes, soudain fascinés par leur poulet à moitié mangé, tandis que d'autres me lancèrent des regards remplis d'une gentillesse piteuse terrible que je n'avais jamais demandée. Mon père, Robert, semblait immensément satisfait de lui-même, se prélassant dans la lueur de sa cruauté casuale. Il s'attendait à ce que je sois déconcertée, blessée, à peut-être même pleurer. Au lieu de cela, je le regardai simplement et offris un petit sourire tranquille qui n'atteignait pas du tout mes yeux. Je n'étais plus une participante à son drame, j'étais simplement une observatrice, attendant l'acte final de la pièce. Et je savais qu'il arrivait. Puis je le sentis, une vibration basse et urgente contre la doublure en soie de mon sac à main. Ce n'était pas le bourdonnement léger d'un texto d'un ami, c'était la pulsation insistante et puissante de mon appareil de travail crypté, un tremblement secret d'un monde qu'ils ne pouvaient même pas imaginer, un monde qui allait s'écraser dans le leur. Je défis discrètement le petit sac et jetai un œil à l'écran lumineux et austère. Il n'y avait que 5 mots, mais c'était 5 mots qui changeraient tout. Statute, urgent, véhicule en route. C'était tout. Mon cœur donna un battement unique et steady. C'est l'heure. Avec un calme qui semblait appartenir à quelqu'un d'autre, je me levai et pliai soigneusement ma serviette. La posant sur la table, je marchai vers ma mère, Linda, qui commençait déjà à paraître agitée par mon mouvement soudain. « Je dois partir, » dis-je, ma voix égale et basse. « C'est le travail. » Elle ouvrit la bouche pour protester, demander pourquoi, me dire que je ne pouvais pas quitter le mariage de mon frère. Mais j'étais déjà en train de partir, le dos droit, mes talons claquant avec une détermination discrète sur le sol de marbre. Je poussai les grandes portes du lieu et entrai dans l'air frais du soir. Des dizaines d'invités se mêlaient sur la terrasse en pierre, fumant et riant sous les guirlandes de lumière féerique. Ils se tournèrent tous quand je sortis, leur curiosité atteignit son pic. Au moment où j'atteignis le trottoir, un véhicule glissa jusqu'à un arrêt silencieux directement devant moi. Ce n'était pas un taxi ou un Uber, c'était un grand SUV noir avec des plaques gouvernementales et des vitres si teintées qu'elles ressemblaient à de l'obsidienne polie. La musique festive de la réception sembla s'estomper à l'arrière-plan. Un silence tomba sur les invités de la terrasse. La porte passager s'ouvrit, et un homme en sortit. Il n'était pas en uniforme militaire. Il portait un costume sombre parfaitement taillé qui coûtait probablement plus que ma première voiture. Il irradiait une aura de calme et d'autorité sérieuse qui faisait paraître les autres, comme s'il jouait juste à s'habiller. Ses yeux balayèrent la foule une fraction de seconde. Avant de se poser sur moi, sa concentration absolue, il ignora tout le monde et marcha directement vers moi. La foule s'écarta pour lui, comme s'il avait un bouclier invisible. Il s'arrêta à une distance respectueuse de 3 pieds, mais sa voix était projetée pour être forte, claire et totalement indéniable. Elle trancha l'air nocturne. Une lame de fait pur. « Commandant !» dit-il, et le mot resta suspendu dans l'air, électrique et impossible. Désolé d'interrompre, mais le président attend votre briefing via vidéoconférence sécurisée. Nous devons partir maintenant. Le monde entier sembla se figer. Je vis mon père, qui m'avait suivi dehors sans doute pour me gronder pour mon impolitesse, s'arrêter net. La couleur arrogante et rougeaude s'échappa de son visage, laissant derrière un masque pâle et béant de choc pur. Mon frère, Kevin, trébucha par la porte derrière lui, son sourire parfait figé en un rictus de confusion. Les murmures commencèrent immédiatement, se répandant parmi les invités comme un feu dans l'herbe sèche. « Commandant » dit l'un. «
a-t-il dit le président? Le faux récit que ma famille avait construit pendant 2 décennies, l'histoire de la fille fugueuse sans but avec un petit emploi sans importance, fut publiquement et spectaculairement anéanti en moins de 15 secondes. Je donnai simplement à l'aide de camp un petit hochement de tête net. Je suis prête, dis-je. Puis, je tournai la tête et donnai à mon père un dernier regard. Il n'y avait pas de colère dedans, pas de triomphe. C'était juste une évaluation tranquille et finale. Et dans ce moment, il ne ressemblait pas à un tyran. Il avait juste l'air petit. Pour la première fois de toute ma vie, il n'avait absolument rien à dire. Et dans le silence retentissant de leur choc, je ne ressentis ni colère ni victoire. Je me sentis juste libre. Pour la première fois, c'était moi qui pouvais partir. Tandis que le SUV noir s'éloignait du trottoir, la scène chaotique et illuminée du mariage rapetissa dans le rétroviseur jusqu'à n'être plus qu'un souvenir. À l'intérieur du véhicule, c'était silencieux, frais et professionnel. L'air sentait le cuir propre, pas les fleurs écœurantes. Personne ne parla. Il n'y avait que le bourdonnement bas du moteur et le crépitement discret d'une radio. C'était mon monde, un monde d'ordre, de but et de conséquences. Des heures plus tard, après que le briefing urgent fut terminé et la crise immédiate évitée, j'étais dans un bureau temporaire stérile au cœur d'un bâtiment gouvernemental sécurisé. Ce ne fut qu'alors, sous les lumières fluorescentes dures, que je regardai enfin mon téléphone personnel. C'était un enfer numérique. Des dizaines d'appels manqués de mon père, ma mère, mon frère. Les messages textes défilaient sans fin. Un torrent d'indignation frénétique et égocentrique. Comment as-tu pu nous embarrasser comme ça? De mon père. Tu as fait une scène au mariage de ton frère. Je n'arrive pas à y croire. De Kevin. Tu dois m'appeler tout de suite et t'expliquer. Tout le monde pose des questions. De ma mère. Pas un seul message ne demandait si j'allais bien. Pas un n'exprimait de curiosité ou de fierté. C'était tout à propos d'eux, leur embarras, leur statut social, leur confusion. Je lus les messages l'un après l'autre et ne ressentis rien. C'était comme lire une dispute frénétique entre inconnus. J'appuyais sur le bouton sur le côté du téléphone, plongeant l'écran dans l'obscurité, et le posai face contre le bureau. Le silence qui suivit fut le son le plus paisible que j'ai jamais entendu. Quelques semaines plus tard, de retour dans mon propre appartement à Washington, une lettre arriva. Je reconnus immédiatement l'écriture élégante et bouclée de ma mère. L'enveloppe était épaisse, et je pouvais voir une petite tache d'eau fin sur le papier, une trace de larmes, son outil signature de guerre émotionnelle. La lettre à l'intérieur était exactement ce à quoi je m'attendais. C'était un chef-d'œuvre d'auto-apitoiement et de transfert de blâme. Je ne comprends simplement pas pourquoi tu nous cacherais ta vie, écrivit-elle. Je me sens comme une idiote. Toutes ces années, je pensais que tu luttais, et tu ne m'as jamais dit la vérité. Comment as-tu pu ne pas faire confiance à ta propre mère? Il n'y avait pas d'excuse pour leur mépris, pas de reconnaissance de leur cruauté. Mon succès n'était pas une raison de célébration. C'était un secret que j'avais malicieusement gardé d'elle. Toute ma vie était, une fois de plus, reframée pour être à propos de ses sentiments. Je lus la lettre une fois, puis la portai à la cuisine et la jetai dans le bac de recyclage sans y penser à 2 fois. Mon silence était la seule réponse qu'elle obtiendrait jamais. Ma nouvelle vie, celle que j'avais construite dans l'ombre de leur indifférence, était là où je me sentais vraiment chez moi. La semaine suivante, je me tenais en tête d'une table polie dans une salle de briefing sécurisée, un endroit où les mots avaient du poids et les faits comptaient. La salle était remplie de personnes sérieuses, colonels, analystes, chefs de département, et toute leur attention était focalisée sur moi. Ils écoutaient pendant que je présentais les renseignements, ils posaient des questions pointues et perspicaces, et respectèrent les réponses que je donnais. Ici, je n'étais pas juste une soldate, j'étais commandant. Ici, dans cette salle, était ma vraie unité. C'était la famille que j'avais choisie, une famille liée non par le sang, mais par le respect mutuel et un sens partagé du devoir. Cela, pensais-je en répondant à une question d'un général 2 étoiles, c'est ce que signifie vraiment appartenir. Ce n'était pas quelque chose qu'on vous donnait, c'était quelque chose que vous forgez. Quelques mois plus tard, je reçus un appel d'une cousine, celle qui avait innocemment demandé à mon père ce que je faisais pour vivre. Après quelques politesses, elle me dit hésitante les retombées. Apparemment, mon père essayait maintenant de se vanter de moi à quiconque voulait écouter. Ma fille travaille pour le président. Vous savez, disait-il au club de golf local, mais c'était inutile.
Tout le monde avait vu son mépris public. Il l'avait entendu m'appeler juste une soldate. Sa tentative désespérée de revendiquer mon succès comme le sien avait échoué, le transformant en une blague locale. Mon frère Kevin, mentionna-t-elle, avait aussi du mal, sans l'attention indivise et le filet de sécurité financier de mon père. Les fissures dans sa vie parfaite commençaient à apparaître. Entendre cela ne m'apporta ni joie ni sentiment de victoire. C'était juste des données, une confirmation d'une hypothèse que j'avais acceptée depuis longtemps. Ils n'avaient pas changé, mais leur gravité ne pouvait plus me retenir dans son orbite. J'ai appris que votre vraie valeur n'est jamais déterminée par les gens qui refusent de la voir. Elle est forgée dans le silence, dans le dur labeur qu'ils méprisent et dans l'autorité tranquille que vous construisez pour vous-même. Si vous avez déjà dû devenir votre propre officier commandant, laissez un salut dans les commentaires ci-dessous. Je vous vois.